Donc vous voyez, les injonctions, elles sont un peu partout là. Joël nous prend un très bon exemple où je suis convaincu que tout le monde l'a vécu. C'est si tu vas faire ça, tu devrais faire ça, il faut faire ça. Et ces injonctions, elles peuvent être une source de grande souffrance et de désalignement. C'est-à-dire qu'à un moment, petit à petit, à force de subir ces injonctions, on s'éloigne de ce qu'on sait et on se retrouve effectivement dans des processus un peu d'équilibristes, puisque finalement, sans s'en rendre compte, on s'autorise plus à être qui on est vraiment, voire pire, on ne sait plus qui on est. Bonjour à tous, merci à tous. Bonjour Joël. Bonjour, bonjour. Comment Bon, ça va? alhamdoulilah, comment ça va toi? Alhamdoulilah aussi. Merci infiniment. Euh, Alors, bienvenue à tous, le temps que tout le monde puisse se connecter. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, avec Joël, pour un live qui va parler un peu des injonctions. Effectivement, vous allez voir que le live va être organisé avec un petit premier temps d'échange. Et ce que je vous demande, c'est vraiment d'être pas prolixe, mais en tout cas de ne pas avoir peur de poser les questions, parce que là, il est 17 heures et à peu près vers 17h20, on va commencer à répondre aux questions, mais on ne pourra pas répondre à toutes les questions que vous posez, même jusqu'à la fin. Donc, toutes les questions qui auront été posées comme ça, moi, je vais pouvoir les centraliser et puis répondre à chacune de vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser les questions en utilisant la petite icône en bas. Et ce que je vous propose, c'est qu'on puisse commencer. Alors, à peut-être vous faire rapidement un petit peu une petite présentation de les deux personnes qui vont être avec vous aujourd'hui pendant cette heure. Donc, moi, je suis le docteur Wadi Rondali, je suis psychiatre, j'ai un doctorat aussi en psychologie. Je me suis toujours intéressé bien sûr à la psychologie et la psychiatrie, mais aussi aux manières peut-être un peu plus traditionnelles, comme l'Ayurveda, comme le yoga, mais comme les médecines traditionnelles aussi qu'on peut avoir au Maroc ou ailleurs, pour réfléchir à la question de la santé mentale. Bien entendu, la spiritualité aussi est venue se rajouter dans toutes ces approches qui permettent de soulager une forme de souffrance. J'ai travaillé pendant un certain nombre d'années en France. Moi, je suis né à Lyon, mais ensuite j'ai eu la chance de partir aux États-Unis faire un postdoctorat, puis quelques autres missions, puis en Suisse pendant aussi une petite année. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, je suis installé au Maroc, le pays effectivement de mes racines, pour me reconnecter aussi avec moi-même. Je me suis libéré justement de certaines injonctions qui n'étaient pas possibles de m'installer au Maroc. Et donc depuis 2 ans, je travaille beaucoup sur cette question de la sensibilisation à la santé mentale, comment améliorer effectivement les prises en charge et comment aussi créer une culture de la santé mentale au Maroc. Voilà un petit peu mon parcours et je vais laisser aussi mon ami Joël se présenter maintenant. Merci pour ton introduction. Voilà, Joël qui est une âme qui vient de très très loin, avec un vécu de part de l'enfance jusque dans cette vie actuelle aujourd'hui, dans l'instant présent, qui a beaucoup d'étapes de remise en question, d'introspection, qui est devenu, de part de tout ce cheminement, un coach et puis un accompagnateur, thérapeute dans le développement personnel. Alors, développement personnel, c'est toujours une thématique assez restreinte ou très très large, ça dépend un petit peu comment on le voit. Et développement personnel, pour moi, peut-être pour élaborer un petit peu plus, je souhaite toujours pouvoir accompagner les personnes afin qu'elles puissent atteindre leur véritable essence, leur noyau, leur enfant intérieur, hein, celui qu'on a perdu durant le cours de cette vie, le cours du chemin de cette vie, peut-être très probablement qu'on en reparlera. Mais voilà, ma vision des choses, ma perspective de cette vision, c'est vraiment de pouvoir accompagner et permettre aux âmes de s'écouter et de pouvoir atteindre réellement leur pleine affirmation, leur plein discernement. Et je pense que cette partie-là va jouer un rôle essentiel dans notre échange et dans la réponse de toutes les questions qu'on va donner aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc c'est une grande chance aujourd'hui aussi que, alors je vais pas vous dire que vous m'ayez moi, mais je vais dire une grande chance d'avoir Joël en notre compagnie. Effectivement, on est sur un live international. Je le remercie effectivement de s'être rendu disponible. Pour moi, c'est vrai que la question des injonctions, c'est une thématique bien entendu que j'ai pu rencontrer dans mon exercice de psychiatrie, mais certaines approches, elles sont peut-être un peu réductrices. Et aujourd'hui, notre ambition, c'est vraiment d'ouvrir le champ.
Donc, je le redis pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas pour tous ceux qui ont des questions à utiliser la petite icône en bas avec le petit point d'interrogation à côté de la petite flèche pour que pas à la fin, mais plutôt d'ici 15 à 20 minutes, on puisse répondre à toutes vos questions. L'objectif aujourd'hui, c'est pas de vous faire un cours académique comme si vous étiez à l'université, c'est de répondre vraiment à vos questions et d'organiser tout notre échange autour de ce que vous allez nous confier, parce qu'effectivement, des fois, ça demande de se mettre un petit peu à nu face aux autres, de se dire, ben voilà moi de quoi je souffre, voilà la question que je me pose et voilà en quoi ça m'impacte. Donc, la petite icône en bas pour que ce soit plus facile, pour que je puisse avoir toutes les questions et n'en rater aucune. Ce que je vous propose pour le coup, c'est qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Alors, les injonctions. Les injonctions, qu'est-ce que c'est en fait? C'est des prescriptions qu'on peut avoir. Et effectivement, avec Joël, d'ailleurs, je vais rendre à César ce qui lui appartient. C'est l'idée de Joël d'avoir effectivement pris cet angle. Je trouvais ça tellement intéressant que je n'ai pas discuté. C'est finalement, et si l'injonction était une permission oubliée? Et donc aujourd'hui, on va vraiment essayer de regarder les différents angles pendant ces premières minutes, de vous parler peut-être des aspects négatifs des injonctions, puis peut-être des injonctions positives, et comment finalement on peut détricoter entre ces deux pour se libérer soi et ne plus être sous cette espèce de chape de plomb. Donc si tu es Mhm. d'accord, Joël, peut-être tu peux commencer par nous présenter un de ces axes des injonctions. Bah, alors, la toute première qui rentre déjà un petit peu en contradiction avec l'enfant, c'est cette fameuse phrase que je pense on a tous entendue, mais va donner un bisou à tonton, il sera content. Or, on ne pose pas la question à l'enfant s'il veut réellement donner un bisou à tonton. Et ça, c'est une des premières axes d'injonction néfaste pour moi qui conditionne déjà un peu l'enfant dès le plus petit âge à devoir en fait s'adapter et à fonctionner d'une certaine manière parce que forcément à ce petit âge on n'a pas le courage, on n'a pas les éléments, on n'a pas la force pour pouvoir réellement intervenir ou s'affirmer et répondre tout simplement, voire pire encore, il y a des enfants effectivement qui sont capables de pouvoir dire non, j'ai pas envie. Pire encore, c'est quand on se fait reprendre par les parents ou par d'autres personnes qui sont dans cette circonstance. Et ça, c'est voilà une de ces premiers axes qui devient déjà une déformation du chemin de la compréhension créative en fait du mental de l'enfant lui-même. Parce que finalement, à la base, on sait tous qui on était. Je parle volontairement au passé, puis après on oublie un petit peu qui on était parce que le cours de route de la vie fait que dans ces injonctions sociales, sociétales, et etc., j'en passe, font qu'on se comporte d'une certaine manière parce qu'on doit fonctionner dans une majorité qui a été créée justement pour fonctionner. Et puis arrive un beau jour dans la vie, et là je fais une petite parenthèse, je sais que n'importe quelle âme est capable réellement de pouvoir arriver à cette injonction de se dire, mais en fait, c'est pas moi. En fait, je veux redevenir moi. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Et là commence le véritable travail intérieur de chaque âme qui en a le souhait, la force et la volonté. Effectivement. Donc, vous voyez, les injonctions, elles sont un peu partout, là. Joël nous prend un très bon exemple où je suis convaincu que tout le monde l'a vécu. C'est, si tu vas faire ça, tu devrais faire ça, il faut faire ça. Et ces injonctions, elles peuvent être une source de grande souffrance et de désalignement. C'est-à-dire qu'à un moment, petit à petit, à force de subir ces injonctions, on s'éloigne de ce qu'on sait et on se retrouve effectivement dans des processus un peu d'équilibristes, puisque finalement, sans s'en rendre compte, on s'autorise plus à être qui on est vraiment, voire pire, on sait plus qui on est. C'est vrai, c'est vrai. Et ça porte après à un dysfonctionnement entre l'alignement, c'est-à-dire de son esprit, de son âme et de son cœur, parce que forcément, on commence à se comporter d'une certaine manière qu'on nous a demandé, mais qui rentre en conflit avec nous-mêmes, avec notre enfant intérieur. Et ça peut se traduire ensuite par des comportements qui peuvent aller dans l'excès, qui peuvent être totalement contradictoires par rapport à la société, qui peuvent même aller en contradiction avec nous-mêmes, à tel point qu'à un moment donné, on est tellement plus soi-même qu'on se remet en fait faussement en question et on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal
alors que fondamentalement, on n'a rien fait de mal. C'est juste que on ne nous permet pas, en tant qu'enfant, d'être qui on est, mais on nous demande de fonctionner. Et ça, pour moi, c'est l'étape cruciale, vraiment, de pouvoir prendre conscience dans n'importe quelle étape de la vie, peu importe l'âge qu'on a, c'est pas un problème. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde a la capacité de se poser les bonnes questions et de pouvoir revenir à sa source. On parle, je fais une petite parenthèse, on parle souvent d'élévation dans la vie. En soi, l'élévation, alors on la comprend comme on veut la comprendre, mais pour moi, après 30 ans de cheminement dans chaque étape de ma vie, en fait, c'est rien d'autre qu'un retour à soi-même finalement. Et cette étape-là, tout le monde en est capable à son rythme et à son temps. Ça, c'est important de le préciser, vraiment. Et surtout, en plus, je rebondis sur ce que Joël nous explique, l'importance effectivement du poids de ces injonctions, de nous en tant qu'enfants, mais enfants qui demeurent jusqu'à l'âge adulte, cet enfant intérieur. Et la seule manière, écoutez-moi bien, la seule manière de ne pas réitérer, c'est d'abord de travailler sur soi. Sinon, vous créerez les injonctions que vous avez subies, vous les transmettrez à vos enfants. Et pour casser ce cycle, il faut commencer par prendre conscience. Mm. C'est c'est un point très crucial, très véridique, très profond que tu viens d'évoquer. Et c'est vrai que je le dis souvent, hein, c'est une phrase que je prononce si je pouvais, vraiment, si je pouvais avoir cette capacité d'instaurer une règle sur cet univers, ce serait vraiment de dire à tous les couples qui veulent un enfant de d'abord aller dans un apprentissage, 2, 3 ans, le temps qu'il faut pour pouvoir se purifier, se remettre en question, introspecter tout ce qu'il faut pour après comprendre, s'apprendre, évoluer, cheminer, etc., et changer finalement ce qui est nécessaire pour soi, hein, pas parce que les autres nous disent qu'on doit changer, et là je me rejoins totalement à 100% à ce que tu viens de dire, pour ne pas transmettre toutes ces choses à nos enfants en fait. Parce qu'effectivement, un des premiers vecteurs des injonctions, malheureusement, comme Joël l'a très bien souligné, c'est la famille. La famille qui est d'abord un lieu de sécurité, un lieu normalement, effectivement, d'apprentissage, d'éducation, et qui peut, et je suis convaincu que toutes les personnes qui sont présentes avec nous ont soi-même vécu ou bien ont pu être témoins de certaines situations où cette sécurité se transformait en prison. Alors la famille, c'est un sacré noyau, hein. Je vais avant de dire ou aller plus profondément dans cet aspect-là qui me concerne, qui me touche très personnellement. Il y a une autre injonction en fait de part de toutes ces personnes et toutes les familles et les adolescents que j'ai pu accompagner, la chambre de l'enfant. Alors ça, c'est un phénomène incroyable. Je m'avance avec un chiffre qui peut-être est faux, je l'espère, mais 9 parents sur 10, ils vont toujours dire à l'enfant, range ta chambre. Et je me pose la question, de quel droit, en fait, un parent s'autorise de dire à l'enfant de ranger sa chambre, alors que sa chambre, c'est son univers à lui. Donc on lui demande déjà de ranger son univers de part de la vision du parent. Donc, l'enfant, il va pas pouvoir se concrétiser comme lui il le souhaite dans sa chambre, dans son univers à lui, même si c'est le foutoir, mais peut-être que lui, il s'y retrouve dans sa chambre. Et ça commence déjà à être une contradiction pour l'enfant. Il se dit, ah mais je dois ranger ça là, je dois mettre ça ici, parce que sinon maman se fâche, papa va me donner une punition, etc. Donc la chambre, pour moi, est vraiment ce phénomène, un noyau tellement à la fois étonnant, mais très néfaste d'injonction pour l'enfant. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais voilà, c'est... Si, mais effectivement, c'est-à-dire que les injonctions toxiques sont pas forcément des injonctions extraordinaires. Elles peuvent être très minimes et sans s'en rendre compte, effectivement, on empêche une possible, comment je veux me dire? Moi, je crois beaucoup au mieux par les générations à venir et de se dire que tout n'a pas été créé avant. Et heureusement, ça veut dire que quelque part, on empêche toute créativité ou toute possibilité d'émerger de nouveaux concepts, de nouvelles manières de voir les choses par une espèce de standard. Alors, bien sûr, et comme Joël a pris cet exemple-là, moi je vais en prendre un autre dont on parlait tout à l'heure. Moi, j'ai 45 ans, j'ai toutes mes dents grâce à une injonction que mes parents m'ont donnée, va te brosser les dents. Cette injonction-là, effectivement, je pouvais pas, il n'y a pas de créativité autour de la question de l'hygiène buccale. Par contre, sur la chambre, effectivement, c'est pas le même aspect et qu'on doit être capable de distinguer
des injonctions qui vont être, disons, sécurisantes, qui vont être bonnes pour la santé, pour le développement de l'enfant, d'injonctions qu'on transmet juste parce qu'on trouve que c'est mieux qu'une chambre soit rangée. Et ça fait toute Absolument, la différence. absolument. Alors tout d'abord, je félicite ta maman de cette injonction parce que je suis content de te voir avec toutes tes dents. C'est pratique, j'avoue. Euh, je, de part de mon cheminement et des accompagnements, le début d'une injonction négative, perturbante pour l'enfant, elle part en fait d'une croyance limitante des parents qui, dans le fond, ils veulent faire bien pour l'enfant, mais qui ne réfléchissent pas que leur injonction de leur vision, leurs principes, leurs besoins ou leurs valeurs n'est pas celle de l'enfant en fait. Donc, oui, un parent a le droit de pouvoir transmettre ses valeurs, ses principes, etc. Mais il faut pas oublier, il faut garder dans la tête que l'histoire du parent n'est pas la même que l'histoire de l'enfant. Et ça, tant qu'on n'a pas conscientisé cet aspect-là, on est à fond dans une injonction, j'aimerais dire, néfaste avec des injonctions positives. J'ai toujours dit, en fait, quand on commence à se remettre en question, qu'on dit, ouais, mais qui suis-je réellement? Il y a plein d'exercices sur ça, à se poser vraiment les bonnes questions de ce que je veux, de ce que je veux pas et qui suis-je. Et à ce moment-là, en fait, je dis toujours, très probablement, là aussi c'est un chiffre pris, mais qui me correspond également, un 60% de ce que mes parents m'ont donné ne me correspond absolument pas, mais j'ai gardé à peu près un 40%. Donc, il faut que la balance ne soit pas cohérente par rapport les parents, entre les parents et l'enfant, il faut que ça soit un alignement avec soi-même. Juste ce questionnement-là, est-ce que c'est juste ce que papa, maman m'a dit, oui ou non? J'en profite pour saluer ma mère qui vient de se connecter. J'étais en train de parler du fait que grâce à toi, j'avais encore toutes mes dents parce que tu m'avais dit qu'il fallait que je me brosse les dents. Donc, un grand salut à toi et un grand respect car j'ai une dentition encore nickel. Mais en tout cas, c'est vrai, c'est toute cette question un petit peu de la toxicité, de la différence, de l'enjeu, de l'objectif. Bien entendu, tous les parents veulent le bien pour leurs enfants. Je vais vous raconter une petite histoire. Ma femme, moi, elle mange pas de poisson. Et en fait, cette injonction, elle vient du fait que sa mère n'aimait pas le poisson. Et donc, je pose la question, je lui dis, mais pourquoi ta mère n'aimait pas le poisson? Malheureusement, elle est décédée, donc on n'a pas pu avoir l'information. Donc, j'ai fait un travail d'enquête. J'ai demandé à des gens qu'elle connaissait. Et on m'a expliqué que un de ses ascendants à elle, donc de la mère de ma femme, effectivement, ne mangeait pas de poisson, mais parce que lui expliquait que le poisson des rivières qu'on avait dans le Moyen Atlas avait des grosses arêtes et qu'on pouvait s'étrangler. Et ouais, mais sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une injonction, le poisson, c'est pas bon, sur Hum, quelque chose qui était avant, il y a 3 générations, le poisson, c'est dangereux. Et hum. donc, on se retrouve à transmettre des choses. Alors, bien sûr, on est dans quelque chose d'un peu encore que j'illustre, c'est plus une illustration, mais on a plein d'injonctions comme ça qu'on transmet et que si on ne prend pas le temps de mettre à jour, je suis convaincu que toutes les personnes qui sont présentes mettent à jour régulièrement leur téléphone. Mettez à jour vos injonctions. Faites comme Joël. Regardez les 40% qui sont bons et laissez de la place pour les 60% pour que vous puissiez les créer vous-même. C'est très belle histoire, très belle, très belle image que tu transmets là, véridique vraiment. Et j'aimerais aller au-delà de ces 40 et 60%. Ça peut évoluer au cours de route de la vie. Je veux dire, on évolue, on prend de l'âge. Aujourd'hui, on aime le fromage. Peut-être que d'ici 2 semaines, on n'aime plus le fromage. Donc, ce 60-40, il peut totalement varier, évoluer selon les besoins et selon le cheminement que chaque personne a dans son histoire. Les injonctions finalement de cette transmission de valeurs, de principes des parents devient très souvent en fait une espèce de position de force du parent qui se croit au-delà d'une certaine autorité. Pourquoi je le dis? Parce que ben, l'enfant, de part de sa taille, il est déjà beaucoup plus petit, donc il est déjà arrivé sur cet univers en sortant du ventre de la maman
avec la peur de l'abandon, c'est quelque chose qui est automatique, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas. Après, à développer dans le négatif, si l'éducation s'est faite d'une certaine manière où les injonctions ont vraiment été dans le côté néfaste, voire vraiment pouvoir le désamorcer avec le temps, quand l'accompagnement fait en fait l'entrée et non pas l'éducation. Alors ça, c'est aussi un truc qui m'érisse les poils. Et finalement, ce que je veux dire par là, c'est que cette, euh, cette perception personnelle d'un parent de la valeur, des besoins, des principes, etc., quand le parent voit que l'enfant n'est pas d'accord et les refuse, ben, il y a un peu cette soumission, en fait. Il y a le pointage du doigt et il y a enfin, une image très flagrante, hein. Quand on pointe d'un doigt une personne, il y en a trois qui montrent contre nous. Et ça, beaucoup de parents l'oublient complètement, en fait. Je pense, je suis désolé, pour le coup, c'est les aléas du direct. Il y a mon père qui m'appelle. Peut-être qu'il voulait une dédicace aussi. Papa, je sais aussi que toutes tes injonctions étaient très bénéfiques. T'inquiète pas. Je sais pas si c'était pour ça. En tout cas, oui, moi je trouve que c'est très intéressant, mais je voudrais aussi raconter l'injonction autrement. L'injonction, j'avais essayé de réfléchir justement comment je pourrais vous en parler aujourd'hui, et c'est pas tout le temps quelque chose de négatif. Il y a quand même d'abord une origine protectrice. C'est d'abord un réflexe de survie. Alors bien sûr, vous allez comprendre, moi je vais souvent vous donner des exemples réels. Quand j'étais petit et que on vivait en France, moi je suis né en France, et ma mère me disait tu parles pas arabe dehors parce que c'est dangereux. Et donc Voi- aujourd'hui, d'abord, je Voilà demande très peur de toi. Et donc, vraiment, pour comprendre qu'à un moment, cette injonction, c'était un ancien réflexe. Parce que eux, quand ils sont arrivés, quand ils étaient plus jeunes, c'était Hmm. effectivement l'objectif de s'intégrer. Et donc, parler en arabe était comme une forme de refus de s'intégrer. Et donc, c'est juste une ancienne stratégie de survie qui a fonctionné à un moment donné, dans un cadre donné, mais en fait, qui peut être mise à jour. Et donc, la majorité des injonctions, comme Joël le disait, elles ont une intention positive au début. Et par contre, malheureusement, on oublie un petit peu qu'à ce moment-là, on va couper un petit peu ce qu'est l'individu en face de nous. Hmm. C'est vrai. Il y a dans ce qu'on dit justement après avec le temps, si cette injonction a été fortifiée dans une croyance limitante et dans un côté négatif envers l'enfant, ben, en grandissant, l'enfant est souvent en fait confronté forcément à la famille, forcément à ce que peuvent dire les autres. Et c'est là que ça va se corser encore plus parce que je parlais de peur d'abandon avant. euh, Probablement peut-être aussi la dépendance affective, la peur du rejet, hein, quand on est tout le temps souvent menacé par des punitions ou qu'on vous met dans un internat si tu te comportes pas bien, etc. Donc ça fait que l'enfant, à un moment donné, tellement qu'il sera endoctriné et qu'il va vraiment réellement fonctionner et faire attention comment se comporter et qu'est-ce qu'il doit dire, donc une réelle soumission à mes yeux, que souvent, en fait, ça peut aller très très loin dans les familles, selon les religions, les cultures, et selon les croyances des parents et de la famille aussi, bien évidemment, que l'enfant, en fait, se perd complètement. Donc, j'en énumère quelques-uns. Ça peut aller jusqu'à un certain mariage que l'un ou l'autre ne veut pas. Ça peut aller jusqu'à un travail que l'un ou l'autre ne veut pas. Ça peut aller jusqu'à un cercle d'amitié qui finalement nous correspond pas. Enfin voilà, il y a beaucoup d'aspects. Et ce que je souhaite introduire dans ça, je parle un petit peu large dans ce que je viens de transmettre, peut-être que tu pourras élaborer un petit peu dans ça, mais ce que je souhaite transmettre dans ça, c'est que il faut faire aussi une nuance entre une famille avec un enfant, deux enfants ou trois enfants, voire quatre ou cinq. Mais je m'arrête aux trois enfants. Une famille avec trois enfants, l'enfant qui aura le plus de difficultés, c'est celui qui est au milieu. Ça, c'est une évidence clairvoyante. Et je suis d'ailleurs très curieux de voir qu'est-ce que toi tu vas dire par rapport à ça. Et c'est d'ailleurs l'enfant du milieu qui porte toujours le chapeau le plus lourd, les responsabilités les plus lourdes, et qui va en fait devoir vraiment tout chapeauter et faire en sorte que tout le monde est content, que maman soit contente, papa soit content, pas envie de faire souffrir, pas envie qu'il y ait de tristesse, etc., etc. Et je m'arrête là parce que je pourrais parler pendant des heures et des heures. Je Alors non, t'écoute. mais je suis absolument d'accord avec toi. Juste avant, parce que j'ai vu qu'une personne nous avait mis un petit message en disant qu'effectivement, on avait abordé le problème de l'injonction juste sous le prisme d'un parent qui ferait encore des erreurs et un enfant qui aurait des besoins insatisfaits. Alors c'est le début du live, on peut se détendre, on commence juste un petit peu à dérouler.
le live n'a pas pour objectif d'accuser qui que ce soit. Il a pour objectif de mettre de la lumière dans une pièce qui est sombre pour que les enfants intérieurs qui sont en nous puissent effectivement aider l'adulte que nous sommes. Notre objectif, moi, je considère que ce n'est pas à mes parents de me trouver la solution, c'est à moi. Mais j'ai le droit d'étudier ce que mes parents ont fait et j'ai le droit de penser à mes enfants. Je redis, l'objectif, c'est un environnement bienveillant, on critique personne, les parents font tous de leur mieux, j'en suis convaincu, mais l'objectif de cette intervention, de ces échanges, c'est de donner des outils pour qu'on puisse se libérer de certains modèles. Alors, bien sûr, j'ai envie de te dire, oui, je suis d'accord avec toi parce que je suis un enfant du milieu. Mais Ah, donc, comme vous avez pu le voir, j'ai remercié en live déjà mon père et ma mère. Et donc, oui, il y a des injonctions qui sont présentes. Mais oui, tu as absolument raison. Les responsabilités sont différentes. Et vous voyez, l'objectif de cet échange, il n'est pas en fait de cristalliser en disant on vous donne une vérité, mais c'est simplement de réfléchir non. ensemble. Et moi, j'aime l'approche de Joël qui dit simplement réfléchissons. Pour moi, dans mon expérience personnelle, voilà ce que j'ai vécu. Et je Mm, crois qu'une fois qu'on prend conscience un petit peu de ce qu'est une injonction, on va utiliser mm, la partie forte de l'injonction et on mm, peut se libérer de la partie qui peut être considérée comme toxique. Mais je mm, redis, l'objectif vraiment, c'est à chaque individu de prendre la conscience de ce qu'il est et d'avoir la responsabilité. Moi, je considère qu'à partir de 20 ans, c'était à moi d'être responsable de mon propre changement et de mes souffrances. Je pouvais plus dire à mes parents, c'est à cause de vous. C'était si à 20 ans, et si aujourd'hui à 45 ans j'ai des souffrances, c'est à cause de moi. Parce que je n'avais pas pris conscience de certaines choses et je m'en suis pas libéré. mm. Et oui, tu touches un autre point très important dans la pleine conscience de qui souhaite ensuite se remettre en question. Euh, Et d'abord, une autre chose que je souhaite dire, c'est une petite parenthèse, parce que ce que tu viens de dire m'évoque ce besoin de le dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent actuellement. Euh, et tu as totalement raison avec ça part de nous. Hein, on est notre responsabilité, c'est notre responsabilité de vouloir. On peut pas toujours donner la faute. Alors, pendant des années, j'ai donné la faute à mes parents. On est d'accord, tu vois. C'est jusqu'à ce que tu prends conscience et que tu fais des étapes de ton chemin de vie. Mais effectivement, aujourd'hui, je te rejoins totalement. Mes parents ont fait de leur mieux avec ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont appris, ce qu'on leur a donné, etc. Même si des fois, je me dis, parce que j'entends souvent ça, ouais, mais tu sais, à l'époque, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. On n'avait pas tous ces outils d'information, etc. Mais j'aimerais dire l'outil d'information principal, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas votre mobile, c'est peut-être même pas la bibliothèque, quoique, mais elle est là la ressource la plus importante. Et je veux dire, quand on a envie vraiment de comprendre quelque chose, on a toutes les réponses ici dedans, dans notre cœur. Je reviens juste à ces injonctions par rapport aux familles qui peuvent avoir des influences néfastes sur les enfants. L'enfant du milieu, en fait, non seulement il doit faire attention au premier, alors, effectivement, comme tu dis, hein, il y a pas de science infuse. Je parle de mon histoire. Il faut faire attention au premier, il faut faire attention au dernier, voire au quatrième, etc. Mais l'enfant qui est au milieu, en fait, tellement qu'il dégage de l'énergie et de la force de soi pour pouvoir guérir les deux autres et accompagner et faire du bien aux deux autres, ben, tellement qu'il s'oublie. Et le travail le plus long, le plus compliqué est toujours pour l'enfant, toujours, souvent pour l'enfant du milieu. Tout à fait. Et donc, vous voyez toutes ces configurations familiales, mais aussi qu'on peut maintenant aussi prendre, élargir avec des configurations sociétales, vont être pourvoyeuses de ces situations d'injonction. Je vais vous donner une image. Pour moi, les injonctions, je voyais une porte fermée. Et je me suis dit, cette porte, elle est verrouillée de l'intérieur. Jusqu'à ce qu'un jour, je mette la main dans ma poche et que j'ai compris que j'avais la clé dans ma poche. Et que j'étais libre d'en sortir. Mais que certaines injonctions, je les ai acceptées et je les tolère encore parce qu'effectivement, elles m'apportent un confort et une sécurité. Et c'est en ça où j'aimerais qu'on ne soit pas dans l'injonction est néfaste, mais plutôt certaines injonctions nous sont utiles comme un cadre sécurisant et d'autres sont délétères et pesantes. Et c'est ça le grand challenge, d'arriver à faire la part des choses entre ces deux éléments-là. Ni condamner, ni tout accepter. Absolument. Là, on a parlé des injonctions visuelles et auditives, mais il y a les injonctions silencieuses aussi.
Je vais à mon tour vous raconter une petite histoire. J'ai accompagné un homme il y a quelques années de ça, qui avait approximativement ton âge. Et puis, quand je fais des accompagnements, je donne toujours une petite bouteille d'eau à toutes les personnes. Et au fur et à mesure que je l'ai accompagné, je me suis jamais rendu aperçu et rendu compte d'un détail jusqu'à un jour d'été où il faisait vraiment très très chaud dans cette salle. Et puis donc du coup, je prends ma bouteille, je commence à boire et là je tilte, là j'ai un flash et je m'aperçois en fait et je comprends que lui, il a jamais ouvert la bouteille d'eau que je lui ai posée. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à creuser. Donc, instinctivement, je prends, donc je bois moi d'abord, mais après je prends sa bouteille d'eau, je l'ouvre et je lui tends la bouteille. Et au moment où je lui tends la bouteille, il commence à pleurer. Et j'étais heureux par rapport à ça parce que je me suis pas trompé dans mon intuition, dans mon ressenti, et je lui ai demandé qu'il élabore un petit peu plus cette bouteille. Alors, les injonctions silencieuses, ben, dans son histoire, c'est que cette bouteille, il pouvait pas la toucher parce que c'était la bouteille que le papa tirait à la figure de la maman quand elle ne cuisinait pas bien, quand il était petit. Donc, c'est tellement resté à l'intérieur, ancré en lui, qu'il en a fait, en fait, un déni, un fantastique déni, refoulé au plus profond de lui, à tel point que cette bouteille, il l'a bien vue, mais il ne l'a pas touchée. C'était validé pour lui. Et le fait de comprendre qu'il a validé cette bouteille à cette injonction silencieuse, ben, ça lui a permis de pouvoir travailler en lui. Alors pourquoi je viens avec cette partie-là? Parce que des fois, il faut être bien accompagné, franchement, pour avoir des bonnes personnes autour de soi. Et là, je parle typiquement du cercle d'amitié, pour pouvoir vraiment prendre conscience de ces aspects, de ces blocages somatiques, on les appelle dans le terme psychothérapeutiques, et de pouvoir entamer en fait une introspection par rapport à ces blocages somatiques qui sont ancrés très profondément. Promis, on va répondre à vos questions. Je vois qu'il y a déjà quelques questions. Pour ceux qui nous ont rejoints, petit point d'interrogation en bas, on va répondre à toutes les questions. Et je rejoins effectivement ce que tu expliquais, puisque c'était une vraie synchronicité. J'étais en train de me dire, c'est vrai que pour le coup, il faut pas hésiter dans ces situations de souffrance à chercher de l'aide. Et les aides, elles sont multiples. Elles sont d'abord pour moi effectivement dans notre cercle d'amis, de proches. Puis quand c'est pas suffisant, de se faire accompagner par un psychologue, par un coach. Puis quand c'est d'autres situations. En tout cas, il existe des possibilités d'accompagnement multiples. Moi, j'ai bénéficié d'un accompagnement par une personne de plus de 80 ans qui était mon maître de yoga et qui est sûrement une des personnes qui a le plus changé ma vie. Donc, je vous redis, moi, je suis psychiatre, je pourrais vous dire le mieux, c'est la psychiatrie. Ben non. Pour moi, ça a été mon meilleur accompagnement, ça a été avec cette personne. Donc, cherchez votre accompagnement. Et ensuite, la deuxième chose que tu as abordée, qui est pour moi extrêmement importante, vous avez un thermomètre, vous avez un indicateur, c'est votre corps. Et Joël parlait de ce qu'on appelle la psychosomatique. C'est effectivement quand à un moment, notre esprit va effectivement être tellement en souffrance qu'il va s'exprimer au travers du corps. Et ça, pour moi, ça doit être aussi un des marqueurs. Pendant des années, j'ai eu un eczéma interdigital, alors que j'adore peindre, qui m'empêchait de peindre et d'écrire à chaque fois que j'étais dans une situation de stress. Le jour où je suis sorti de cet environnement, où je me suis libéré de cette injonction qui pour moi était une prison, alors que j'avais la clé, d'un coup mon examen a disparu. Et ça, c'est important. Apprenez à écouter votre corps. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je peux que appuyer fortement, ayant passé par des pathologies, et j'en passe, et des maladies qui ont disparu une fois que j'ai réellement appris à faire ce que tu viens de dire, finalement, à écouter mon corps, à interroger mon corps, et surtout, alors l'interrogation du corps est une chose, mais ensuite c'est de pouvoir vraiment l'écouter et le comprendre pour pouvoir faire en sorte que ce qui doit y sortir j'appelle ça des beaux cristaux en fait, pour y faire après ce qu'on en a envie avec, mais pouvoir réellement aller au plus profond de soi, parce qu'on vit dans une société où malheureusement on vous fait croire, enfin on fait croire que les maladies, voilà, c'est un peu normal, standard, tout le monde les a, alors qu'en réalité, on se crée nos maladies nous-mêmes. Et ça sera peut-être un autre sujet à aborder une fois. Euh, cette partie-là qui permet réellement de s'écouter.
profondément parce que il n'y a pas mieux qu'une personne, que notre corps, à pouvoir donner les bonnes réponses. Et je parle de ça parce qu'avant, ce que tu disais, d'être bien entouré, c'est tellement crucial, c'est tellement vraiment, mais c'est tellement important que souvent on est entouré par des personnes qu'on croit bien, mais finalement, c'est des personnes, non pas qu'elles sont pas bonnes pour nous, qu'elles sont mauvaises, non, mais tout simplement qu'on n'est pas aligné sur la même fréquence, et parce qu'elles ont un autre cheminement, etc. Mais là où je veux en venir, en fait, c'est que il faut être très attentif aux personnes qui nous entourent, et surtout à ces personnes qui nous disent tout le temps non, et qui ont tout le temps quelque chose à argumenter, et toujours quelque chose à critiquer, à juger. Oui, mais non, mais tu devrais voir. Ouais, mais ta maman souffre. Ouais, mais ton papa souffre. Ouais. J'aimerais dire, fermez-la et à un moment donné, soyez juste dans l'écoute. Accompagnez la personne qui a besoin de parler, de s'exprimer. Écoutez-la et posez-lui juste la question la plus belle qu'elle soit sur cet univers. Qu'est-ce que toi, tu as besoin? Et ouais. Et ce besoin-là, vous voyez, si le problème, c'est un murmure. L'univers, moi je dis souvent, il nous murmure à l'oreille. Et notre corps, c'est pareil. Et le problème, c'est qu'il y a un grand brouhaha. Nous-mêmes, là, aujourd'hui, on est sur une plateforme, alors on crée un peu de bruit, mais j'espère que ce sera un bruit positif. Et effectivement, à force d'avoir des opinions, des personnes qui vous disent, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, à la fin, le bruit de l'univers, mais le bruit de notre corps, on l'entend plus. Et donc, c'est ça le travail, par exemple, qu'on fait dans la méditation, mais aussi qu'on peut retrouver dans notre religion, où à des moments, quand on fait la prière, on est dans cette introspection. Et c'est un moment pour savoir écouter notre corps. Et notre corps, d'abord, il crie pas, il parle tout doucement. Et quand il Oui, crie, c'est souvent en fait que c'est déjà un peu trop tard. absolument. Absolument. Et il y a autre chose que j'aimerais évoquer aussi, tu parles de religion. Étant musulman de moi-même, j'ai toujours été confronté en fait à beaucoup de commentaires, de questions surtout de ma communauté qui me disaient oui mais ma mère est toxique, mon père est toxique dans l'islam on dit qu'il faut pas couper le cordon avec la mère ou le père. Alors je souhaite vraiment faire la part des choses de ça. Euh, il n'est pas question dans l'islam, dans le Coran d'ailleurs, on parle très clairement sur ça, il n'est pas question de couper le lien avec la mère et le père dans l'agressivité, dans l'impulsivité, dans la méchanceté ou dans l'ego surtout, et dans la fierté et dans la rancune. Non, il est question de tout simplement se protéger. Et se protéger soi-même ne veut pas dire ne plus aimer maman ou papa. C'est juste mettre des distances, être toutefois là quand ils en ont besoin, quand on peut aider et qu'on doit aider, voilà, selon les circonstances. Toutefois, se protéger ne veut pas dire justement ne plus les aimer, mais se faire du bien à soi-même. Et on ne pourra jamais, croyez-moi à ce que je vais vous dire, on ne pourra jamais changer nos parents. C'est juste pas possible. Clair. Mais vous C'est- voyez, un des problèmes justement que Joël souligne très bien, c'est que si on prend pas conscience de ça, le jour où on explose, là on coupe le lien. Et que par contre, si on prend le temps en amont de réaliser, on peut prendre cette distance sans avoir quelque chose, déjà prendre un peu de recul. Moi qui fais de la peinture, je prends toujours du recul quand je peins une toile. C'est la même chose, prenez un peu de recul avant d'exploser. Parce que quand ça explose, là il n'y a plus de lien. Et C'est même si ça. on maintient un lien mais qu'il n'y a plus d'amour, ben c'est pareil pour moi. Et donc Ouais. l'idée, c'est de pouvoir être capable d'agir avant, de sentir un petit peu cet enfermement, cette difficulté, sans accuser l'autre en lui disant c'est ta faute, mais simplement en disant j'ai besoin, moi, comme tu disais, j'adore cette question de quoi tu as besoin, mais posez-la vous à vous-même aussi. De quoi moi j'ai besoin. Je crois que j'ai besoin de prendre du recul pour savoir au fond qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. C'est ça. C'est ça. Et là, on revient peut-être au début des injonctions néfastes qui ne permet longtemps pas à l'enfant, dans l'âge adulte après, de pouvoir se poser ces bonnes questions, justement. Et c'est là que l'entourage joue un rôle crucial. Et c'est là aussi la remise en question euh, qui peut être favorable, voire peut-être aussi négative selon qui et comment on fait la remise en question et surtout de quelle ampleur et quelle emprise la famille peut avoir sur un enfant. Et je ne parle pas seulement la famille de l'enfant propre, mais je vois ça par exemple dans des couples.
typiquement, où il y a la famille du conjoint qui peut avoir une emprise excessive sur l'autre conjoint. Et ça aussi, bah forcément, après, on attire à soi tout ce qu'on n'a pas guéri et purifié à l'intérieur de soi. On se comprend sur cet aspect-là. Toutefois, effectivement, c'est pouvoir se rendre compte avant. Moi, je dis toujours, il y a le corps qui parle et il y a l'extérieur qui parle. Ces deux aspects-là sont extérieurs à nous. Tu vas comprendre ce que je veux te transmettre avec ça. Alors, l'extérieur, effectivement, il ne nous appartient pas. Notre corps, c'est aussi extérieur parce que notre cœur, il est à l'intérieur de nous. Et c'est là où on doit aller interroger, en fait. Et tant qu'on est branché dans son ego, sa fierté et la rancune, la tristesse aussi, des fois, c'est difficile à le faire. Voilà pourquoi il est important de vraiment faire attention avec qui on est entouré. Tout à fait. Et pour le coup, on va bientôt passer aux réponses, aux questions, pardon, puisque je vois qu'on en a déjà une petite dizaine qui sont présentes. Mais je voudrais juste répondre aussi à un petit commentaire de Hamker qui dit, qui répondait à Mounia, dans le but d'être aimé, j'obéis. Et en fait, mais vous allez obéir, pas de problème. Peut-être vous allez être aimé, mais on aime qui? On aime une image de vous. On n'aime pas vous. Et par contre, peut-être que au fond, si vous vous révéliez, on vous aimerait au moins autant, voire plus. Et si c'est moins, je peux vous garantir un truc. Vous aimerez plus. Absolument. C'est beau ce que tu viens de dire. Absolument. Ah, merci. En tout cas, je vous remercie à tous parce que je vois des commentaires qui passent. Franchement, c'est vrai. Je pense que aujourd'hui, bon, on a la contrainte, hein, comme tout le monde. On veut pas non plus rester là pendant 3 heures. On refera des épisodes. J'en suis convaincu avec Joël. Ce n'est qu'une première aujourd'hui. Et il est évident effectivement que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Ce que je vous Mm. propose peut-être, c'est qu'on puisse attaquer par les questions, si ça te va, Joël? Ah, bah absolument. Avec grand plaisir. Alors, la première question qu'on a, alors, les injonctions ne sont-elles pas nécessaires tant qu'elles ne sont pas toxiques? Question de Secratia. C'est intéressant la question. Tu peux répéter, s'il te plaît? Elle Bien est très sûr. intéressante. Je vais Elle est très essayer même intéressante. de vous les épingler si j'y arrive. Hop, non, je peux pas. Ah, voilà, si. Est-ce que tu la vois là? Elle est apparue en bas de Non, je l'écran. la vois pas. Pas Ah, bon, grave. juste Ouais. peut-être pour moi alors. Les injonctions ne sont-elles pas nécessaires tant qu'elles ne sont pas toxiques? Hmm. Alors, elle est très tricky cette question, et très intéressante cette question, franchement. Euh, alors, oui et non. Oui et non. Oui, parce que si l'enfant est dans la cuisine et que la plaque à cuisson elle est chaude, on va pas dire à l'enfant essaye de voir si c'est chaud ou pas. On va lui dire ne mets pas ta main dessus parce que sinon tu vas te brûler. Non, quand on aimerait, parce qu'on peut savoir en tant que parent, on peut ressentir en fait que son enfant a une force pour, j'en sais rien, allez, j'invente, pour jouer un instrument par exemple, mais l'enfant préfère faire du sport par exemple. Donc, le non est dans le sens de pouvoir écouter l'enfant de ce qu'il a envie et même si le parent est convaincu qu'il pourrait devenir le plus grand musicien de cet univers, ne pas trop le diriger dans cette direction-là, mais plutôt le diriger dans ce qui est bien pour lui. Voilà. Tout à fait. Et donc, vous voyez, l'univers est bien fait. Il n'existe pas en noir et blanc. Il y a une infinité de couleurs. Et bien sûr, c'est le côté tricky de cette question qui rendrait les choses comme si elles étaient soit bonnes ou pas bonnes. Et c'est plus subtil, puisque entre les deux, il y a effectivement, bien sûr, pour certaines injonctions, une sécurité qui peut être apportée, comme Joël a donné l'exemple de la plaque de cuisson. Mais si on reprend l'exemple de la chambre tout à l'heure, qui n'est pas forcément nécessaire. Et donc, l'objectif, c'est justement de comprendre en fait ce florilège de possibilités au milieu et de pas transformer ça en un système binaire. C'est là où vous pourrez aller beaucoup plus loin pour vous approprier. Donc, pour moi, les injonctions sont nécessaires dans certaines configurations, mais c'est pas parce qu'elles ne sont pas toxiques qu'elles ne sont pas nocives pour le développement. Parfait. Alors, question suivante de euh, Maison Satina. Alors, ah non, bah, je pense que j'ai que la fin de la question, pardon. Ah voilà. Comment se déculpabiliser, pardon, si je ne les ai pas pris dans le bon ordre, comment se déculpabiliser? On a tous cru bien faire en tant que parents, le but étant d'éviter
que ça se reproduise avec les futurs petits-enfants? Et elle avait complété sa question avec que ça ne se reproduise pas, pardon. Donc, comment se déculpabiliser? On a tous cru bien faire en tant que parents, le but étant d'éviter que ça ne se reproduise pas avec les futurs petits-enfants. Tu me permets de pouvoir répondre à cette question? Marc-Bas, bien sûr. Parce que juste aujourd'hui, j'en ai parlé avec une très très belle personne. La déculpabilisation dans cet aspect-là, elle passe tout simplement par l'écoute de l'enfant. À un moment donné, à un certain âge, alors je vais vous le dire carrément de ma vie à moi, il y a quelques semaines de ça, en fait, et pourtant je suis au clair, j'ai guéri avec ça, et je suis pas en attente de ça, parce que aujourd'hui, ayant fait mon chemin, je sais, je comprends mes parents, mais il y a quelques semaines de ça, j'étais au téléphone avec ma mère et je lui dis, mais est-ce que pendant tout ce cheminement que j'ai pu faire, en fait, est-ce que tu arrives quand même à comprendre ou pas? Et je prends ça comme exemple par rapport à cette question, la déculpabilisation. Après, j'aimerais quand même juste encore ajouter un truc par rapport à ce mot déculpabilisation. Euh, c'est de pouvoir permettre à l'enfant, à un certain âge, peu importe quel âge, de s'exprimer. Et il suffirait juste de l'écouter. On ne demande pas de se justifier derrière et de dire non, t'as pas raison, mais non, c'était pas comme ça pour moi. Non, on demande juste d'écouter et de pouvoir entendre pour pouvoir le comprendre. Et après, prendre ce qui est juste ou pas pour le parent dans le miroir de son enfant, parce que nos enfants sont rien d'autre qu'un miroir pour notre enfant intérieur. Euh, quelle était la deuxième partie de la question? Comment se déculpabiliser? On a tous cru bien faire. Le but étant que ça ne se reproduise pas avec les futurs petits-enfants. Donc, à la fois Voilà. la notion de culpabilité et de comment éviter la transmission générationnelle. Oui. Alors, comment ça se transmet pas? Ben, un parent qui se purifie, permet déjà à son enfant de ne pas devoir faire le travail derrière. Enfin, il fera le travail qu'il veut pour lui-même. Mais à la base, faire comme parent déjà le travail au moment où on se rend compte le plus jeune âge, voire aussi l'adolescence, que l'enfant est confronté à certains actes, paroles ou circonstances du parent et on se voit dans le miroir de l'enfant, on se voit dans les larmes de l'enfant et qu'on commence à ce moment-là vraiment de changer complètement, ben, c'est en se libérant soi-même qu'on permet à l'enfant de se libérer. Et ça, c'est très, très important, en fait, de pouvoir atteindre cette compréhension-là. Juste par rapport à ce mot, la déculpabilisation, j'aime pas ce mot. J'aime pas ce mot parce que oui, alors, selon les histoires, selon les circonstances, il y a des parents qui ont pu faire des choses très graves avec les enfants, on est d'accord. Toutefois, il y a toujours une raison pourquoi un parent a pu faire, dire, etc. Et la pire des choses, c'est de vivre avec une culpabilité. En ce qui me concerne, il y a beaucoup, beaucoup d'années de ça, j'en avais des culpabilités. En fait, je les ai traduites en regret. Parce que le regret m'a permis, en fait, le sourire me vient direct, le regret m'a permis, en fait, de y créer des cadeaux. C'est-à-dire de me poser les bonnes questions. Mais pourquoi j'ai un regret, en fait? Et ce questionnement-là m'a permis d'aller très, très profondément en moi pour pouvoir comprendre quel était l'agissement que j'ai pu avoir, quelle était la raison de mes réponses, de mes phrases ou n'importe quoi dans le domaine professionnel aussi et vraiment pouvoir commencer à construire avec ces cadeaux ma nouvelle direction et mon éveil tout simplement. Tout à fait. Et la notion de culpabilité, l'étymologie du mot culpabilité, c'est se battre la coupe. C'est-à-dire qu'on a fait une faute. Il faut être capable de comprendre à ce moment-là qu'on ne parle pas de faute, qu'on parle simplement de schéma de Voilà. pensée et de simplement de ce qu'on porte. Donc, déjà, à ce moment-là, c'est là où on peut être dans une nouvelle injonction. C'est je me fais une injonction à moi-même en disant je n'ai pas bien fait. Plutôt que de se dire, et c'est là où j'aimerais commencer à vous donner des tips pour pouvoir vous libérer, plutôt que de dire j'ai mal fait, c'est j'ai fait comme j'ai pu. J'ai fait au mieux avec mon amour. Et aujourd'hui, comme effectivement c'est intéressant, on voit que les choses changent. Mais l'objectif, effectivement, elle arrive à comprendre que pareil, à ce moment-là, la culpabilité, elle naît de la comparaison, d'une regard, d'une pression et de normes. Et tout ça, ça nous enferme plutôt que ça nous épanouit.
Et donc, vous allez, au fond, il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est simplement se dire quelle est ma responsabilité, et au fond, comment je peux travailler sur moi d'abord. Si vous travaillez sur vous, la chaîne s'arrête. Et à ce moment-là, la question de comment éviter pour les enfants et les petits-enfants, elle sera résolue par elle-même. Mhm. Alors, une question de en équilibre tour. Est-ce que notre rôle en tant que parent n'est pas d'accompagner notre enfant tout simplement en lui disant qu'il a la possibilité de faire le bon ou le mauvais choix, car derrière chacun, il y a un apprentissage plus ou moins douloureux selon le choix. Alors je vais la relire. Est-ce que notre rôle en tant que parent n'est pas d'accompagner notre enfant tout simplement en lui disant qu'il a la possibilité de faire le bon choix ou le mauvais choix? Oui, je déteste le mot éducation. De quel droit on se prend ce droit d'éduquer un enfant alors que nous-mêmes, on n'est pas éduqués avec nous-mêmes? Dès, dès lors, en accompagnant un enfant, ben, on lui permet de se concrétiser dans sa pleine compréhension de sa propre créativité mentale. Et on ne demande pas que l'enfant devienne comme les parents souhaitaient qu'il devienne. Non, on demande que l'enfant puisse devenir qui il est. Point. Je suis d'accord avec toi. J'avais même écrit il y a des années, alors j'irai encore plus loin, j'avais écrit un texte entre l'élevage, l'éducation et l'accompagnement. En disant que parfois on élevait nos enfants comme on élevait des animaux plutôt que de les accompagner. Et c'était assez triste en fait. C'était sous un angle comique, bien sûr satirique, mais c'est simplement pour comprendre que même j'aimerais répondre aussi en équilibre tour en disant en fait, votre rôle c'est d'aimer votre enfant. Peut-être la seule injonction que je vous donnerais c'est celle-là. Hmm. Le reste en fait, soyez en fait bienveillant avec vous-même. Dites-vous au fond, si moi j'étais cet enfant, qu'est-ce que je pourrais faire? Et puis de se dire, ben, en fait, au fond, rappelez-vous aussi, vous n'êtes pas cet enfant. Il y avait un très beau texte de Khalil Gibran qui disait effectivement que nous sommes, je vais vous le retrouver d'ici la fin du live, mais qui expliquait en fait que nos enfants c'était des flèches et que nous étions des arcs et que pour le coup on pouvait pas leur demander d'être comme nous, mais par contre nous on pouvait essayer d'être comme eux. On pouvait s'intéresser à ça et que il termine en disant que Dieu aime la stabilité de l'arc qui envoie la flèche au loin. Et je Hmm. crois en tout cas que dedans il y a quelque chose là-dedans, qu'on n'est même pas en fait, on peut pas les accompagner partout, on peut que les amorcer. Mais donc il n'y a pas d'injonction de responsabilité débordante de devoir tout porter. En tout cas, très bonne question et merci beaucoup pour toutes ces questions hyper intéressantes. Alors, on a une question de Dalal qui nous demande comment faire cette reconnexion avec son cœur pour identifier ses besoins. Ah, wonderful cette question, vraiment. S'écouter, juste s'écouter. Alors oui, je le dis très facilement et légèrement. Après, il y a bien évidemment des étapes. Je vais donner à cette question un petit exemple à faire. Euh, alors, il y a le moment dans la vie où on aimerait dire quelque chose et faire quelque chose. Ça commence par ça. La première chose qu'on veut dire, c'est la parole du cœur. Dès lors qu'on attend juste une fraction de centième de seconde pour que ce petit saboteur-là, il puisse faire une injonction avec l'autre, là en haut, et qu'il nous dise, ouais, mais non, mais si après, pourquoi, non, c'est foutu. La première chose qu'on veut dire, la première chose qu'on veut faire, c'est la parole de notre cœur. Et avec cette petite astuce-là, on commence le cheminement vers l'apprentissage de l'écoute de soi. Exactement. Donc finalement, cette reconnexion, elle passe par quelque chose d'extrêmement subtil et qui est cette question de l'écoute. Mais comme on peut aussi l'entendre parfois dans les formations en psychologie, il y a ce qu'on appelle l'écoute active. L'écoute n'est pas quelque chose de si simple. Et donc, il faut être capable de prendre ce temps et de laisser sortir les choses. Certaines réponses ou perceptions précipitées vont saboter notre être intérieur profond parce qu'elles sont plus rapides. Et à ce moment-là, c'est plutôt le réflexe amygdalien, la zone qui est responsable de la peur, que plutôt notre zone profonde, notre cœur. Il est pas encore arrivé. L'amygdale, elle a déjà dit, j'ai peur, tu fais pas ça. Donc, cette reconnexion, elle nécessite effectivement, et je connais Dalal et je sais que tu fais déjà ce travail. Donc, merci pour ta question, parce que c'est une belle question de thérapeute, mais je sais déjà que tu es reconnecté avec ton cœur, car je te connais personnellement. Ah, une deuxième question de Dalal. Alors,
est-ce que les injonctions se créent uniquement pendant l'enfance? Eh bien non. Eh ben non. Il n'y a pas d'âge. C'est-à-dire que même les enfants, attention, pour faire plaisir aussi à la personne qui nous avait dit, mais vous abordez que dans un sens, les enfants peuvent mettre des injonctions à leurs parents. T'es has-been, ne m'accompagne pas, ne fais pas ça. Et oui, en fait, des injonctions, elles apparaissent pendant toute notre vie, jusqu'à ce qu'on meure. Et donc, si on ne fait pas attention, on va subir ces injonctions from the starting point to the end. Et donc, l'idée, c'est effectivement de prendre conscience que c'est quelque chose qui arrive. Alors, bien sûr, on est plus équipé concernant les injonctions en grandissant, comme on essaie de vous expliquer aujourd'hui. Mais en même temps, si on ne fait pas attention, certaines personnes continuent à subir. Et c'est des lieux communs que vous connaissez aussi bien que moi. Tout à fait. Un autre sujet très corsé, euh, surtout dans les couples où il y en a un des deux qui est un pervers narcissique, par exemple, tout simplement, dans ce qui est chantage émotionnel et autres, et qui arrive vraiment à capter l'enfant et voilà, y faire une espèce de fonctionnement. Et ben oui, avec ce que tu dis, tu as raison, parce que du coup, c'est cet enfant qui peut faire une injonction envers l'autre parent, en fait, finalement. Et ça, c'est encore un autre discours, un autre cheminement d'une injonction qui peut aller très très loin après. En tout cas, voilà, je vous invite à y réfléchir en vous disant à quel moment, euh, peut-être on ne peut pas toujours se libérer de toutes les injonctions qu'on a subies, on peut travailler, mais par contre, on peut faire quelque chose, ça j'en suis convaincu, tous, dès demain, c'est ne plus être porteur d'injonctions. Que ce soit avec nos parents, vous devriez faire comme ça, vous devriez faire attention, vous devriez bien vieillir, vous devriez être cool, vous devriez être sur Instagram, mais à l'inverse avec nos enfants. Et donc simplement de ne plus être le porteur d'injonctions. Moi, le premier, je vous promets, au moins 10 fois par jour, je fais une injonction à une personne. Alors bien sûr, depuis que je travaille sur ces sujets-là, je dirais que je suis descendu à 8. Et j'espère qu'un jour, je descendrai à 0. Il y a- permets-moi juste de rajouter une autre chose par rapport à comment pouvoir écouter son cœur et éliminer, enfin éviter les injonctions. Je vais juste parler de moi, de comment moi j'ai entrepris tout ce chemin il y a bien des années de ça. En fait, quand j'ai commencé à comprendre que je fonctionnais et que je n'étais pas moi, c'est le jour où j'ai commencé à dire à tout le monde, allez vous faire cuire un œuf, je veux être qui je suis. J'ai commencé à m'habiller comme je voulais m'habiller. J'ai commencé à dire ce qui reflétait mon cœur. J'ai commencé à faire des choses qui me plaisaient à moi. J'ai tout simplement commencé à être moi. C'est-à-dire, à ce moment-là, je suis devenu authentique avec moi-même. Et c'est à partir de ce moment-là que les personnes sont venues automatiquement à moi, simplement et naturellement en fait. Et c'est là que j'ai compris finalement que l'injonction, enfin ça on l'a tous compris, l'injonction est un blocage pour devenir qui on est réellement. Tout à fait. Et donc, vous voyez, ça nous enferme, ça nous enferme. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on oublie que la seule manière d'être aimé vraiment, c'est d'être soi. Alors, une question de Loulou, Loulouse Loulou. Que faire quand une injonction réveille beaucoup de colère ou de tristesse? Très belle question aussi. Ben, c'est quelque chose qu'en fait l'enfant intérieur fait valoir, elle transmet et dit attention, c'est pas quelque chose que je veux en fait. C'est quelque chose qui me fait du mal, c'est quelque chose qui m'appartient pas, c'est pas moi tout simplement. Alors s'il te plaît, ne l'accepte pas. Et là peut effectivement, ça peut aller dans une tristesse, ça peut aller dans une agressivité verbale et autres. Euh, c'est en fait l'enfant intérieur qui s'exprime que souvent on n'écoute pas, et d'où le fait qu'après on a beaucoup de maladies et autres, etc., etc. Mais on a parlé de ça avant. Exactement. Et donc, pour le coup, moi, je vous dirais, remerciez-vous quand d'un coup, l'injonction réveille la colère et la tristesse. Parce que le pire est le silence. Et que lorsque il y a de la colère et de la tristesse, ça veut dire qu'il y a de la vie. Et soyez justement à l'écoute de ça. À la fin du live, je vous présenterai un petit modèle sur lequel je travaille depuis quelques mois pour justement pouvoir prendre conscience un petit peu de ces bénéfices, de ce que ça réveille et de savoir comment on les travaille et qu'est-ce qu'on doit faire face à ces situations. Absolument. Alors, question de Karima
Mana, autrice. Comment se distancier d'un schéma familial sans blesser? Chez nous, maghrébins, avec la mama du cœur. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 ça, c'est un sujet qui me Ça touche mériterait un live, personnellement, hein. en plus, ça. Juste Ah, ça. Juste cette question, elle mériterait un live. ah, ouais, ouais. C'est quelque chose qui me touche dans mon passé, dans mon enfance très personnellement. Alors, euh, encore une fois, avec tout mon vécu, mon histoire, etc., les accompagnements, tout ça, mais surtout mon histoire à moi, ce que je veux et ce que je peux répondre à cette question, euh, ce n'est pas de prendre le rôle du parent, mais c'est de s'affirmer et de pouvoir communiquer aux parents, maman, je t'aime, mais ça, c'est pas bien pour moi, ça, je ne le veux pas. Euh, une image toute bête, mais qui va aussi dans une subtilité d'injonction. Maman, tu as bien cuisiné, je te remercie, mais moi, j'ai envie de mettre plus de sel dessus, par exemple. Voilà. Alors, c'est pas le rôle de l'enfant de prendre la place du parent, on est d'accord, hein, mais pouvoir vraiment transmettre verbalement, extérioriser ses besoins dans une proactivité positive avec le parent, c'est ce qui permet de ne pas blesser. J'aimerais rajouter à ça, et ce que je vais dire maintenant, ça va toucher n'importe quel niveau de communication. Communiquer toujours avec le je, jamais avec le tu. Parce que vous pointez la personne du doigt et c'est une accusation, le tu. Tandis qu'avec le je, vous transmettez vos émotions. Ben, peut-être vos tristesses, vos désaccords, enfin, voilà. Le je à la place du tu. Comme ça, on blesse moins Tout à la fait. maman. Tout à fait. Non, mais ce que tu viens de donner, c'est un des leviers les plus utiles pour moi en thérapie. C'est simplement effectivement de communiquer avec plutôt ce jeu plutôt que le tu ou le on. Alors le on est un petit peu moins violent, mais le tu est terrible et il enferme effectivement l'autre dans une posture de défense plutôt que dans une posture d'écoute. Alors, comment se distancier de ce schéma? Je vais quand même vous lire ce fragment de texte de Khalil Gibran que j'ai retrouvé parce qu'il explique ça. Il nous raconte à quel point c'est de prendre conscience. Et je voulais juste vous dire en introduction qu'on peut être enfant de parents. Moi, j'ai des parents, mais je suis un adulte. Je suis leur enfant, mais je suis un enfant adulte. Et donc, on doit apprendre à distinguer ça. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on vous parle des parents et des enfants. Mais on ne parle pas que des enfants petits et autres. On parle des enfants. Vous resterez l'enfant de vos parents jusqu'au bout. Donc, il dit, vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leur âme, car leur âme habite la maison de demain que vous ne pouvez visiter pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants comme des flèches vivantes sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini et il vous tend de sa puissance pour que ces flèches, puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Et je crois que, par exemple, moi, je me souviens avoir lu ce texte à ma mère. Et ça m'a aidé à amorcer en lui disant, maintenant j'ai besoin d'être cette flèche qui s'éloigne. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est ce qu'on dit souvent que c'est le parent qui doit couper le cordon, mais en réalité, c'est l'enfant qui doit couper le cordon aussi, hein. Tout à fait. Hum. Alors, une autre question de Secracia. Valeurs et principes sont aussi des injonctions transmises de génération en génération, point d'interrogation. Très bonne Oui, question, intéressant. oui, j'aimerais dire oui. Alors, dans mon oui, il n'y a pas une notion négative parce que les valeurs, les principes de nos ancêtres doivent être respectés, point. Qu'elles soient justes ou pas dans notre compréhension aujourd'hui. Mais oui, effectivement, ça peut être une injonction selon comment on peut l'intégrer et surtout selon comment elle nous a été transmise en fait. Et ça revient à ce qu'on disait avant, arriver à un stade de la vie, c'est important de pouvoir se questionner avec soi-même. Je parlais avant des 60-40% et de se poser vraiment les bonnes questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas? J'espère avoir pu répondre à cette question.
Oui, c'est clair. Et effectivement, moi, je te rejoins. C'est pour ça que depuis le début de ce live, on vous met en garde sur le fait qu'il n'y a pas, et c'était l'idée du titre, les injonctions sont pas négatives par essence. C'est comment finalement elles nous pèsent dessus et elles peuvent avoir des vertus positives. Donc, bien sûr, il y a des valeurs et des principes qui vont nous être utiles, mais certaines, effectivement, ne sont pas nécessaires et il faut être capable simplement de remettre à jour certaines situations. Alors, question de Sécratia, encore une autre. Nous vivons dans un mode d'injonction. A-t-on vraiment le choix finalement? Oui, Ouais, oui, 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 en cœur, bordel, oui, 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 oui. oui. On est notre propre chef, notre propre maître. Notre vie, notre corps, notre esprit, notre âme, notre cœur nous appartient. Oui. J'ai rien d'autre à rajouter? Je suis Oui. d'accord. Parce que Exactement. les vraies personnes qui nous accepteront comme on est, pour qui on est, ils seront là autour de nous. Et les personnes qui partent de notre vie, j'aimerais dire, tant mieux. Il y en a qui sont partis de ma vie. Et je les remercie, franchement, parce que c'est grâce à eux et c'est grâce au fait qu'ils soient partis de ma vie que j'ai pu aussi continuer à cheminer, à devenir, me concrétiser. Donc, oui, un grand oui, un triple oui. Allez. Je rejoins parfaitement. Je ne discuterai pas ce oui. Ce que je discuterai, c'est plutôt la question pour moi qui m'intéresse, c'est comment? Comment on peut vivre et comment on ajuste ces injonctions? Mais la réponse, elle est oui, on a le choix. Et par contre, il faut apprendre à savoir comment le faire pour éviter les cataclysmes, les explosions. Moi, effectivement, je considère que rompre les liens est aussi finalement une forme de douleur. Et il faut donc plutôt que de se dire, bah, j'attends d'exploser, d'y réfléchir et de trouver les bons outils pour pouvoir calibrer. Et donc, vous verrez, comme je vous disais tout à l'heure, je vous proposerai un petit outil, j'espère qu'il vous aidera. Ah, Alors, on a et encore puis, une ou bien deux évidemment, questions. par rapport à l'outil que toi tu vas présenter, n'hésitez pas, si vous aimez lire tout ce qu'on est en train de discuter, j'apporte énormément d'exemples dans mon livre qui s'appelle pas pour rien L'amour inconditionnel est une condition, hein. Exactement, je vous invite à lire un ouvrage qui va être sûrement, qui va vous équiper, vous outiller, mais c'est surtout en fait, vous voyez, c'est de prendre le temps pour déplier un petit peu toute cette pensée, et c'est un sujet qui est complexe, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce live. Donc, je redis, soyez premièrement très bienveillants avec vous, et oui, cultivez-vous, cherchez la connaissance. Hein, j'ai pas utilisé le mot éduquer, j'ai dit cultivez-vous. D'accord? Alors, on a une question de la professeure Agramski. Bonsoir. Comment s'en sortir? Comment se sortir de TOC apparu avec une séparation douloureuse malgré des consultations? Alors là, on est sur une question qui est un peu plus technique et plus personnelle, donc je vais y répondre, mais pas de façon directe, mais simplement je vais parler plutôt des conséquences des injonctions qui font finalement apparaître des psychopathologies comme les TOC. Alors, la consultation, la séparation douloureuse, tous ces éléments-là sont des éléments un peu personnels, mais si on essaie de répondre de façon plus générale, l'idée c'est de se dire que, comme tout à l'heure, on parlait de la psychosoma, des douleurs dans notre corps, quand il y a un TOC, c'est mon esprit qui parle, ce qu'on appelle un conflit intrapsychique avec ce que les gens attendent de moi et ce que mon moi profond veut faire, et qui crée une zone de décalage qui fait apparaître ça. Alors peut-être avoir un autre, si malgré ces consultations ça n'a pas marché, changer. Ce que je dis souvent à mes patients, je leur dis, si ça marche pas, allez voir quelqu'un d'autre, je vous aiderai à trouver quelqu'un d'autre. Vous n'appartenez pas à un thérapeute. Et donc si à un moment ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Comme Joël le disait tout à l'heure, il y a des questions de vibration, d'énergie, de personnalité. Et c'est pas grave. De la même manière que parfois il faut changer pour trouver effectivement un bon mécanicien, un bon coiffeur ou ce que vous voulez, et ben c'est pareil pour un thérapeute et une personne qui va vous accompagner. Alors, une question de Dalal, comment différencier la voix du corps, celle du cœur et celle de l'intellect, parfois saboteur en effet? Elle parlait du petit là qui était là tout à l'heure. Là ou là, hein. Ouais. Tu peux me redire la question, s'il te plaît? Comment différencier la voix du corps, celle du cœur et celle de l'intellect, parfois saboteur? Ouais. Alors, le corps, en fait, il s'exprime à ce moment, au moment où l'on n'a pas écouté son cœur, c'est-à-dire la parole de son enfant intérieur. Le corps s'exprime à travers des pathologies. Ça peut être de l'eczéma, par exemple. Allez, parlons de l'eczéma. Euh, L'eczéma qui est fantastique parce que dès lors qu'on l'a selon la position du corps, en fait, il exprime un désarroi, il exprime vraiment un mécontentement par rapport à un sujet. Donc, ça, c'est la première dissociation en fait entre le corps, le mental et l'esprit.
l'esprit, l'âme, le cœur, en fait, parce que pour moi, l'esprit et le mental sont deux choses différentes. Euh, le cœur, comme je le disais avant, c'est la première chose qu'on a envie de dire, la première chose qu'on a envie de faire. On se trompe jamais sur ça, en fait. Et l'intellect peut encore venir apporter, amener une autre injonction. L'intellect est souvent nourri depuis l'école avec plein de choses qui sont pas toutes fausses, mais beaucoup sont fausses. Et donc, du coup, on se trouve au milieu. D'un côté, il y a le corps qui parle, qui ne veut pas une chose, de l'autre, il y a l'intellect qui nous dit oui, mais c'est ce que j'ai appris, mais finalement, le cœur au milieu, c'est là la vérité, en fait. Donc, je reviens sur ce que je disais avant, c'est vraiment écouter que son cœur, en fait. Tout à fait. Et alors pour coup, bon, moi, je compléterai en disant que c'est comme beaucoup de choses. Pour pouvoir différencier ces voix, il faut s'habituer et s'entraîner à écouter. Parce qu'au début, elles ont l'impression que c'est la même tonalité, qu'elles ont le même langage. Si vous prenez du temps, que vous vous habituez, que vous vous écoutez de plus en plus, à force, petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'il y en a une qui est un peu plus aiguë, une qui est un peu plus rapide, une qui est un peu plus agressive. Et même sans reconnaître la tonalité, vous reconnaîtrez la manière de parler de votre cœur, de votre corps et de votre intellect. Donc c'est d'abord effectivement par un entraînement et une écoute active de soi-même qu'on apprend à les distinguer. Exactement. Ce que je souhaite encore rajouter à ça, c'est d'écouter aussi la vibration de son corps. Je donne un exemple. On peut être dans un lieu où tout d'un coup on se sent pas bien, on se sent crispé, il y a le ventre qui broude, etc. C'est clairement pas un lieu qui est fait pour nous. Donc, quitter ce lieu permet en fait de libérer un petit peu son corps. Et cette écoute-là aussi dans la vibration de tous les aspects, c'est un pas important à pouvoir se libérer de ce qui nous appartient pas en fait. Je suis désolé pour tous ceux qui nous ont rejoints, qui ont mis des questions. J'ai vu pour Aboura, Michel. N'hésitez pas, parce qu'elles passent dans le fil, je vais pas forcément les voir, à les mettre avec le petit point d'interrogation qui est en bas pour que je puisse rapidement les retrouver et qu'on puisse y répondre pendant les minutes qui nous restent. Alors, on a une question de Meriem. Bonsoir, comment gérer les injonctions qu'on s'impose à nous-mêmes? Ah, Ah, je l'attendais joli. la question. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça avant. Joli, ouais, alors ça, ça peut partir d'un manque de confiance en soi, d'un manque de croyance en soi, et surtout de croyances limitantes qui peuvent arriver aussi de l'enfance, en passant par les écoles, la société et autres. Et donc, on y fait en fait une utilisation, un mécanisme, j'aimerais dire standard, auquel on a une utilité en fait de tellement s'accrocher et s'attacher parce qu'on a peur de pouvoir changer. Et pourquoi on a peur? Ben parce que, comme je le disais avant, soit on peut avoir un manque de confiance en soi ou un manque de croyance en soi, et donc à ce moment-là, on va tellement loin qu'on autorise en fait cette croyance limitante qui devient effectivement une injonction. Et en fait, on l'intègre, on la valide tout simplement. Et ça, encore une fois, ça revient à ce qu'on disait avant, c'est écouter son cœur tout d'abord. Tout à fait. Et peut-être aussi que ces injonctions qu'on s'impose à nous-mêmes, c'est un travail effectivement, c'est ce que je vais vous décrire tout à l'heure, de dépliage. C'est-à-dire que c'est de comprendre en fait sa fonction, de comprendre son origine, de comprendre son mécanisme. Et petit à petit aussi, le changement, je le dis souvent, ça se fait petit à petit. Et donc d'accepter que déjà de prendre conscience de l'injonction et de voir comment on peut la bouger. Effectivement, j'aime pas les grands changements où d'un coup on coupe tout. Ces changements, effectivement, qu'on opère avec le temps, vont nous aider justement à les rendre plus pérennes. Exactement. Alors, Aboura qui nous demande comment oublier les mauvaises expériences vécues au passé. Euh, je crois que même si on est un tout petit peu en dehors du cadre des injonctions, notre cerveau, il a une fonction, une capacité à oublier certaines choses. Et ce qu'on n'oublie pas, c'est parce que c'est dans de l'ordre du traumatisme. Donc, pour oublier ces expériences vécues du passé, souvent, il est nécessaire d'avoir un accompagnement et justement de déplier tout ça. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'oublier. Si le cerveau refuse de l'oublier, c'est parce qu'il y a encore une fonction. Une fois que vous aurez compris le conflit intrapsychique et la souffrance, en fait, vraiment pas juste le souvenir narratif, à ce moment-là, votre cerveau sera capable de classer. Vous, moi, le premier, je ne sais même pas ce que j'ai mangé il y a une semaine, parce que ce n'était pas un élément chargé émotionnellement. Par contre, certains éléments de mon passé me travaillent encore tant que j'aurais pas été capable de me réconcilier et d'écouter vraiment mon cœur et de le relier avec mon esprit.
Très juste. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Alors, je crois que j'ai raté une ou deux questions qui étaient passées, donc je ne sais pas si les personnes étaient encore présentes. Je l'avais vu ici, il y avait une question de Michel, je crois qu'il nous posait la question de l'utilisation de l'art. Voilà. Ah non, c'était pas ici. De l'art, ou en tout cas d'autres approches pour pouvoir. Je vais essayer de la retrouver. En tout cas, d'autres approches qui seraient des approches qui passent pas par les mots, justement pour pouvoir effectivement bouger les choses. S'exprimer, absolument, Exactement. absolument, absolument, mais tout, que ce soit la musique, que ce soit le sport, que ce soit la peinture, que ce soit écrire, surtout écrire, qui est une sacrée thérapie. Oui, oui, absolument. Alors, je pense pouvoir parler à ta place aussi. On peut que favoriser et inciter à utiliser tous les moyens qui sont bons et qui sont justes pour la personne, pour pouvoir faire son cheminement, en fait. Voilà, les différents supports créatifs et autres qui aident à l'expression de ses émotions et de son vécu ne participent pas aussi à se libérer, à se donner des permissions. Bien sûr, absolument. Alors, j'ai réussi à récupérer les questions qui sont passées dans le feed directement. J'en ai une autre ici. Le pire pour l'enfant, c'est lorsqu'il obéit que cela n'a pas donné ni amour ni satisfaction. Alors, que faire dans ce cas? Désobéir. Peut-être Ah, qu'on sera c'est, aimé par notre désobéissance. bah Vous savez, oui, les absents ont souvent tort. Je vous rappelle, et comme ça, même mes parents, ils avaient des amis. Ils ont des amis qui habitaient pas très loin de chez nous. Et mon frère, mes sœurs, ils allaient souvent les voir parce qu'ils habitaient à Lyon. Moi, j'avais déménagé. Et pour le coup, ils étaient toujours sujets à des critiques. Alors que moi, qui venais jamais, qui donnait jamais de nouvelles, qui leur parlait pas, j'étais presque idéalisé. Donc parfois, en fait, il faut prendre l'autre chemin. Si ce chemin n'a pas marché, il faut être capable à un moment de se dire, bah, je vais tester autre chose. Parce que malheureusement, ce n'est pas une science, c'est presque un parcours, c'est un cheminement. c'est ça. Petite question alors, que penses-tu des injonctions dans le domaine professionnel qui peuvent amener à des conflits de valeurs et de la souffrance qui en découle? Oui, alors ça, c'est aussi une injonction très, très pesante parce qu'on vit dans une société où on a tous besoin de travailler pour pouvoir acheter, payer nos factures et autres. Euh, Dès lors qu'on a appris notre valeur, c'est-à-dire qu'on sait concrètement quelle est notre valeur, quelles sont nos forces et nos capacités, on n'a plus besoin de chercher l'approbation, en fait, on n'a plus besoin de devoir en fait valider un certain fonctionnement. Je vous donne un autre exemple. Il fut un temps où quand j'allais me présenter pour un travail, c'était pas eux qui me mettaient des conditions. C'est moi qui leur disais le salaire que je voulais, parce que je sais ce que je vaux et qui je suis. Tout à fait. Mais donc, je vais vous donner une réponse peut-être un peu violente. Démissionner. Bah Partez. aussi, oui, aussi. Non, mais, comprenez, c'est-à-dire qu'effectivement, vraiment, démissionner, quitter. En fait, il y a d'autres choses. Et cet endroit-là, qui vous met en conflit avec vos valeurs propres et qui gêne la souffrance, il va vous empêcher de grandir. Il va vous asphyxier. Et vous perdez des années dans cet endroit-là, alors qu'à un autre endroit, oui. Au début, changer, c'est déstabilisant. Ça demande de l'effort, ça fait peur, ça crée de l'insécurité. Mais à un moment, vous serez aligné et d'un coup, vous allez pouvoir grandir. Il y a une question que je vois, à laquelle j'aimerais vraiment bien répondre, qui est croissant au curry. J'ai jamais essayé un croissant au curry, ça doit être bon. Alors, il dit les TOC peuvent-ils devenir moins graves et disparaître? J'avais des symptômes graves à l'époque, ils sont devenus rares maintenant. Euh, oui, cette question touche une partie, une étape de ma vie quand j'étais enfant, juste avant de rentrer dans l'adolescence, voire je les ai encore trimballées avec moi dans l'adolescence. Oui, elles peuvent disparaître, elles peuvent aussi malheureusement dans certains cas devenir s'amplifier encore, devenir plus excessives. Mais oui, elles peuvent absolument disparaître. Elles disparaîtront, et c'était dans mon cas, elles disparaîtront quand on prend conscience en fait de où était le déclencheur en fait. Ça sert à rien de travailler en fait sur les tocs en soi, c'est vraiment faire un parcours en arrière vers l'enfance et comprendre où était le déclencheur pour travailler sur ce
déclencheur qui est l'élément en fait qui apportera toutes les réponses nécessaires à pouvoir guérir cet aspect-là. Donc, il nous reste encore deux petites questions. Et puis, effectivement, même si j'aimerais rester avec vous toute la soirée, à un moment, il faudra qu'on se laisse et on reprendra rendez-vous les uns avec les autres. Alors, on avait déjà répondu à cette question. Donc la question de Aboura, comment avoir la confiance en moi et négliger les jugements des autres? Ah, très intéressant. Ben, j'aimerais dire que si tu as confiance en toi, tu t'en fous un petit peu des jugements des autres. Tout à fait. Et donc, pour le Voilà. coup, répondons à la première partie, c'est comment avoir la confiance en soi. Comment avoir la confiance en soi? C'est déjà savoir, euh, encore une fois, ça revient à ces trois questions qui sont pour moi un petit peu l'essence des racines de ce développement personnel, c'est de savoir qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux plus en fait? Mais vraiment stipuler, clarifier et mettre sur papier en fait tous ces points-là pour savoir ce que je suis en fait. Parce que souvent on a pu nous dire que telle chose est bonne, telle chose est moins bonne et on les a intégrées pour quelle que soit la raison. On y a fait un automatisme de la vie, un fonctionnement intégré de tous les jours. Mais effectivement, quelles sont les choses qu'on aime? Alors, j'aimerais juste, j'en ai parlé dans un podcast, peut-être vu qu'on est un petit peu serré dans le temps, mais à la personne qui pose cette question, quand tu vas au restaurant et que tu prends la carte du menu, tu regardes la carte du menu, tu sais très bien ce que tu vas manger. Ça s'arrête là, en fait. Mais l'être humain, il sait toujours prendre une décision pour l'extérieur. Mais cet exemple-là, avec la carte du menu, ben, il faudrait avoir une carte du menu du cœur, de l'âme, de l'esprit, et de pouvoir ben, choisir effectivement les menus qui nous appartiennent à nous, en fait. Exactement. Et la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille. Donc, c'est quelque chose, effectivement, qui passe d'abord pas que par des processus cognitifs, ça passe aussi par l'amour de soi. Le, Donc, on revient au cœur. la confiance en soi, alors moi, j'ai un peu une autre vision sur la confiance en soi. Moi, je dis toujours que la confiance en soi ne peut pas se travailler. Je vais donner un exemple par rapport à ça. Si j'ai envie de faire une ascension sur une montagne, et je la vois très haute. J'ai quasiment jamais fait ça et voilà, c'est pas vraiment ma motivation. Je vais dire, je vais pas réussir à la faire. Donc ça, c'est un aspect d'un manque de confiance envers moi qui ne me permettra pas de faire cette ascension. Or, si j'inverse et que je dis, je vais la faire, et peu importe jusqu'où j'arrive, ben, au stade où je serai arrivé, je pourrais être fier de moi. Donc la confiance, automatiquement, me sera jugée, non? Automatiquement, j'aurais atteint cette confiance en moi parce que j'aurais eu cette croyance en moi que je peux y arriver jusque tout en haut de cette ascension. Alors, je ne vais pas me poser à toi, parce que pour moi, de toute manière, toutes ces pensées sont positives, mais quelque part, c'est pour moi déjà une forme, quand je parle de travail, je parle d'un travail psychique, et en fait, morceler, et se donner des objectifs comme ça, et se donner cet amour, cette bienveillance, et pour moi, effectivement, cette manière de faire grandir. Et bien sûr, la confiance en soi, elle passe aussi par des expériences positives, comme Croissant Curie a pu le souligner, oui, des expériences positives qui peuvent nous aider à renforcer ça. Hmm. Alors, bah, Croissant Curie qui nous pose une autre question. J'avais des pensées intrusives qui me rendaient la vie difficile et ont disparu. Est-ce que c'est possible? Oui. Alors moi, je me suis entraîné. Ah, mais j'adore ces genres de questions, franchement, parce que voilà, ça revient sur ma life. Euh, J'en ai passé des années à me battre avec lui là et avec lui aussi, qui s'entendaient très bien les deux ensemble, jusqu'au moment où j'ai appris, c'était une autre grande étape de ma vie, à être pleinement dans l'instant présent. Bah oui, parce que le passé n'existe plus, le futur n'existe pas. Étant dans l'instant présent, à chaque fois que j'entendais une voix dans ma tête, là, ce machin qui sert à rien, euh, en fait, j'ai compris une chose fondamentale, ce que j'entends dans ma tête, c'est pas ce que j'ai prononcé. Et à ce moment précis, j'ai instauré une règle, et encore aujourd'hui, je le fais parce que, euh, alors il y avait le 100%, aujourd'hui, je suis peut-être à, allez, 10%, 9%. À chaque fois que j'ai l'injonction de mon mental qui essaye de faire une perturbation, qui essaye de me donner une peur, un blocage, une manipulation autre, je dis à haute voix, c'est que des conneries. Et ça fonctionne à tous les cas, parce que je prends conscience
conscience, en fait, qu'effectivement, cette voix-là, c'est pas moi qui l'a prononcée. Alors, petite question qui est beaucoup plus pragmatique. Il y a Mounia qui demande où est-ce qu'on peut trouver ton livre, Joël. Alors, mon livre, dans la bio de mon Instagram, il y aura tous les liens. Je ne sais pas d'où vient Mounia, mais là, en France, chez Cultura, on peut le trouver à la Fnac aussi en France, en Suisse, la Fnac, chez Payot en Suisse aussi. Et puis, il y a d'autres liens encore où on peut trouver le livre. Merci, Mounia, du fond du cœur. Bon, en tout cas, écoutez, moi je trouve qu'effectivement, je voudrais peut-être, avant de conclure, vous parler effectivement de cet outil. Alors, pour tous ceux qui le souhaitent, c'est pas un outil que je vends, je vous l'offre. Franchement, ça fait des semaines que je travaille dessus, mais pour moi, c'est plus un outil en fait d'accompagnement. Et l'idée, en fait, ça se présente sous une forme assez simple, hein. Je l'ai beaucoup travaillé, surtout sur la mise en forme. C'est une fiche avec un recto verso où vous avez sur une première partie tout ce qu'on discute depuis tout à l'heure. C'est moi et mes sentiments, moi et les autres, moi et le monde, pour vous aider à évaluer où est-ce que vous vous êtes mis des limitations. Une fois que vous avez identifié les domaines dans lesquels vous avez mis des limitations, choisissez en un, le plus important. Vous verrez, c'est tout, je vous ai guidé, en fait, tout est bien expliqué. Et ensuite, vous avez sur le verso ce que j'ai appelé une fiche origami. L'origami des injonctions pour déplier l'origami. Et à la fin, vous posez la question d'où est-ce qu'elle vient? Est-ce qu'elle est à moi? À quoi elle me sert? Qu'est-ce que ça me coûte? Qu'est-ce que ça me rapporte? Et une fois que vous avez fait la balance coût-bénéfice, de décider, je la garde, je la module ou je l'abandonne. Et donc, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un DM, je vous enverrai volontiers le document. Je suis pas encore un as de l'informatique pour faire les trucs automatiques, donc je le ferai avec le plus rapidement possible. Ne m'en voulez pas s'il y a un petit délai. En tout cas, moi, je voudrais vous remercier tous pour la qualité de vos questions, votre présence. Joël aussi, parce que il était à l'initiative. Moi, il m'a appelé un jour, il m'a dit, Wadi, viens, on fait un podcast. Je lui ai dit, attends, Joël, avant de faire un podcast, viens, on fait un live. Parce que j'habite au Maroc et lui en Suisse. Mais je trouve que c'était très intéressant et je garderai quand même dans l'idée un petit peu que l'injonction peut paraître une prison, mais c'est nous qui avons les clés, qu'on doit remplacer les il faut, tu dois par je peux. Que la permission, c'est pas démissionner, c'est simplement effectivement prendre de la distance, identifier parfois certains bénéfices cachés qui font qu'on maintient des injonctions qui peuvent nous faire souffrir plutôt que de les projeter sur les autres, célébrer les petits changements, les petits pas, et puis devenez tous votre propre parent bienveillant. Ça ne veut pas dire que ma mère qui doit m'écouter, mon père aussi, vous resterez sur mes parents, mais de la même manière que j'ai un enfant intérieur, j'ai un parent intérieur et qu'il est bienveillant. Merci pour ces paroles. Je souhaite rajouter à ça, en fait, à toutes celles et ceux qui nous ont suivis, dans tout ce que tu viens de dire, n'oubliez pas, je vous le transmets avec tout mon cœur, n'oubliez pas d'être dans l'indulgence, la compassion et la bienveillance avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de faire votre cheminement que vous avez besoin à votre rythme. Soyez vraiment dans l'amour avec vous-même. Vous trouverez les réponses. Tout le monde trouvera les réponses. Il n'y a pas lui mieux, elle moins bonne. Non, tout le monde trouve ses réponses. Et je sais que chaque âme peut y arriver. Et ben, je remercie en fait de toute ma gratitude la plus profonde à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Merci du fond du cœur. Merci à toi d'avoir accepté, d'avoir fait ce live. Et puis, est-ce que je me trompe si je m'avance en disant, pour celles et ceux qui nous écoutent, qu'il y en aura d'autres? Pas du tout, au contraire, c'est une évidence, c'est obvious. Je crois qu'effectivement, il y en aura d'autres. Ce sera un plaisir de partager ce moment avec toi, de partager un moment aussi avec vous tous. Pour ce live-là, il va être pas disponible sur Instagram, il sera disponible sur les chaînes YouTube d'ici quelques jours, j'imagine, et on partagera aussi quelques capsules. Donc n'hésitez pas, si vous l'avez apprécié, si vous êtes arrivé en chemin, vous n'avez pas pu participer jusqu'au bout, à le partager très rapidement. On vous enverra le lien. Oui, donc il y avait voilà, donc plusieurs personnes posaient la question. Le live a été enregistré et vous pourrez effectivement le revoir très rapidement. En tout cas, merci à tous. Faites bien attention à vous. Prenez bien soin de vous. Allah يعانكم ويكون على الخير. Barakallahu fikum à tous. شكرا. السلام عليكم.